Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, d'être avec nous aujourd'hui, alors que le temps se prêterait plutôt à être au Luxembourg en train de prélasser au soleil. Et vous verrez, le voyage en vaut la peine aussi. Nous avons aujourd'hui comme invité Didier Billon. Je dis comme invité, c'est une façon de parler parce qu'il est ici chez lui, puisqu'il est membre de l'IREMO, tout en étant le directeur adjoint de l'IRIS, qui est comme vous le savez tous, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, dont il est désormais le directeur adjoint, après y avoir travaillé depuis une vingtaine d'années, hein, à peu près. Même plus. Bon, bon alors on ne s'attardera pas sur le nombre d'années en plus. Didier est là parce il vient de finir un livre, celui-ci, qui s'appelle Les géopolitiques du monde arabe, que je vous conseille très chaleureusement, mais alors très très chaleureusement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, du point de vue, disons, pratique, il est conçu d'une manière nouvelle, sous la forme d'une série de fiches pédagogiques qui sont à la fois très érudites, parce qu'il est très savant, et très bien faites, parce qu'il est très bon communicateur. Mais ce livre présente aussi un énorme avantage pour moi, une nouveauté, c'est qu'il envisage le monde arabe sous une forme plurielle, d'où son titre, Les mondes arabes. Il ne néglige pas évidemment le fait que le monde arabe présente encore pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de citoyens, une forme d'unité, due à la langue notamment, due au fait qu'il s'étend sur un immense territoire qui va des rivages de l'Atlantique jusqu'au l'océan Indien, sur 400, il a 400 000 habitants, ce monde arabe. Enfin, ces mondes arabes ont 400 000 habitants, de la Mauritanie au sultanat d'Oman. Mais c'est aussi un monde arabe beaucoup plus divisé qu'on ne le pensait, beaucoup plus confus, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus divers qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Et c'est à cette diversité que s'est attaché Didier. Il la démontre de façon très claire. Il en explique les raisons et il en affiche les manifestations dans les différentes fiches qui se suivent, qui sont réparties en quatre. Je vous dis les quatre chapitres, mais ensuite on va en parler en plus en détail évidemment. Les quatre chapitres, les quatre, disons, parties principales du livre sont les sociétés arabes entre unité et diversité. Donc là, on verra les deux dimensions. Une région taraudée par des conflits. Les conflits, je n'ai pas la peine d'insister dessus, vous les connaissez tous. Une dynamique politique, des dynamiques politiques contemporaines qu'il est intéressant de regarder parce que derrière ces conflits, il y a des tendances lourdes qui se dessinent et qu'il est intéressant d'observer. Et enfin, les enjeux régionaux et internationaux. Là aussi, il y a désormais des tendances lourdes qu'il faut regarder. Et il y en a notamment une, à mon avis, dont j'aimerais qu'on parle davantage à la fin, mais que tu n'as pas pu traiter parce que l'accord avec l'Iran n'avait pas été rompu par les Américains. Mais peut-être on y reviendra quand tu auras fini ton exposé. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais lui donner la parole. Alors la règle du jeu est la règle du jeu habituelle en ce lieu, que ce soit Dominique qui est absent aujourd'hui et que je remplace péniblement, ou que ce soit quelqu'un d'autre. La règle du jeu, c'est l'intervenant nous parle pendant à peu près 20 à 25 minutes de son travail, et ensuite on ouvre le débat avec vous. Voilà, donc je te passe la parole en te souhaitant la bienvenue chez toi. Eh bien, merci pour tes mots d'amitié qui me font très plaisir et en souhaitant qu'effectivement cette nouvelle collection que nous avons initiée avec les éditions Erol eh bien, puisse avoir quelques succès en termes de vente, bien sûr, mais surtout parce que ce sont autant de vecteurs pour nous, pour animer le débat, puisque c'est un peu la marque de fabrique et de l'IRIS et de l'IREMO que de s'insérer dans le débat démocratique, dans le débat citoyen, pour tenter de décrypter les grandes problématiques, les grands défis du monde dans lequel nous vivons. Alors, je vais articuler mon exposé liminaire, et n'hésite pas à m'interrompre, parce que des fois, je peux être bavard et emporté par la passion. 20 minutes, et tu me laisseras 5 minutes de plus à partir de 20. On est bien d'accord, on va négocier. Bon, allez, d'accord. Et bon, tout d'abord, quelques idées à partir du bouquin, mais on en a déjà évoqué quelques aspects. Et puis, après, un petit focus sur la situation des mondes arabes à l'égard d'Israël, puisque c'est le thème de la réunion qui nous rassemble ce midi. Alors, tout d'abord, quelques généralités sur le bouquin. Le titre, géopolitique des mondes arabes. J'y suis évidemment très attaché, non pas pour me distinguer de l'expression commune qui constamment nous parle du monde arabe, ça ce serait un peu prétentieux de ma part, mais c'est parce qu'en réalité,
tout le monde admet qu'il y a une sorte de sentiment d'arabité qui est partagé par près de 400 millions d'habitants, oui, mais ce sentiment d'arabité, c'est assez subjectif et c'est assez évolutif. Alors une histoire commune, oui, c'est vrai, mais probablement des histoires communes. Une langue commune, oui, j'y reviendrai, l'arabe littéral. Donc, c'est assez difficile à définir ce que représente ce sentiment d'arabité, même si ce qui se passe à Rabat ne laisse pas indifférent à ceux qui habitent à Sanaa, ou ce qui se passe au Caire ne laisse pas indifférent à ceux qui habitent à Bagdad, à Damas ou dans tout autre lieu de ces mondes arabes. Nous savons aussi qu'il y a des points de convergence, de partage, de perception commune. Je pense bien évidemment à la Palestine et à la cause palestinienne. Ça, je ne parle pas des gouvernements, je parle des sociétés. Que vous alliez d'un bout à l'autre de ces mondes arabes, je pense que là, il y a un langage commun sur cette question palestinienne. Pour autant, même si donc il y a ces éléments d'unité incontestables, je pense que ce qui aujourd'hui, désormais, diversifie les mondes arabes est plus important que les facteurs d'unité. Alors on peut le regretter éventuellement, mais on n'est plus du tout dans la période de décolonisation et de l'après accès à l'indépendance des États de cette région, où, vous vous en souvenez tous, il y a eu cette grande vague panarabe, ce mythe peut-être du monde arabe, c'est à discuter. Quand je dis mythe, pour moi, ce n'est pas péjoratif, mais qui a été incarné par Gamal Abdel Nasser, qui a été incarné à l'époque par le Parti Baas. Tout cela est désormais, je le crois, derrière nous. C'est ainsi. Alors peut-être faudra-t-il reconstruire, mais ça c'est le problème des peuples arabes, reconstruire des formes d'unité, d'unification, de convergence pour régler et affronter les défis qui se posent. Cette diversification, cette diversité, cette disparité, elle existe à tous les niveaux. Alors je ne vais pas paraphraser ce que je peux écrire par ailleurs, mais quelques exemples. Tout d'abord au niveau économique. Là les disparités, elles sont criantes. Je ne prends qu'un élément, c'est le produit intérieur brut par habitant. Alors c'est un paramètre parmi beaucoup d'autres, et on ne peut pas se satisfaire que de ce paramètre. Mais enfin, le Qatar, je prends les deux extrêmes. Le Qatar, PIB par habitant, c'est j'arrondis, 75 000 $. Le pays le plus pauvre, le Yémen, c'est 1330 $. 75 000, 1330. Alors, entre ces deux extrêmes, il y a toute une variété, mais déjà là, il y a un facteur non seulement de diversité, mais surtout de disparité. Au niveau politique, eh bien, chacun le sait, les rivalités, elles sont récurrentes, elles peuvent être même parfois brutales, mais ça, on y reviendra dans une deuxième partie. Arabie Saoudite, Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Maroc, Algérie, bon, tout cela, ce sont des questions qui sont posées, qui ne sont pas réglées et dont je crains qu'elles ne se règlent pas immédiatement. Et dans cette configuration, il y a une institution qui se prétend représenter les intérêts communs des Arabes, c'est la Ligue des États arabes, et cette Ligue des États arabes, on s'aperçoit qu'elle est en réalité, et on peut le regretter, mais la réalité c'est qu'elle est totalement impuissante parce que traversée par ces divisions. Divergence, division géopolitique. Le rapport de tel ou tel État des mondes arabes par rapport à l'Iran, par rapport à Israël, et ça on en reparle tout de suite après, le rapport aux États-Unis sont infiniment diversifiés, voire même contradictoires, voire même sujets de tension. Bien, je pourrais donc multiplier ainsi, non pas à l'infini, mais sur d'autres exemples qui montrent à l'envi que finalement, je le pense en tout cas, il y a plus de facteurs de diversification, de disparité, de division que de facteurs d'unité, même si, comme dirait l'autre, l'unité est un combat. Donc il est à venir peut-être. Donc ça c'est la première chose. Pour autant, bien sûr, il ne faut pas verser dans la caricature d'un bord ou d'un autre, mais il y a aussi des défis qui sont identiques, des défis qui sont communs à l'ensemble des pays qui constituent les mondes arabes. Malheureusement, ces défis aujourd'hui, ils se posent plutôt en creux ou en négatif. Par exemple, j'ai évoqué les disparités économiques, je n'y reviens pas, mais ce qu'on peut considérer, c'est que dans l'ensemble des pays de la région, eh bien, les systèmes économiques sont radicalement inégalitaires. Alors vous me direz, il n'y a pas que dans la région qu'il y a des inégalités sociales.
Ça, c'est un fait, et on peut même considérer que ça traverse la planète entière. Pour autant, on peut aussi considérer que ces inégalités sociales, elles sont singulièrement prégnantes dans les États de la région. Évidemment, corruption, prévarication, népotisme, kleptocratie de certaines soi-disant élites, je ne sais quoi. Tout cela sont des marqueurs forts. Donc il y a des défis communs, ne serait-ce qu'au niveau économique. Un autre point commun, toujours en creux, en négatif, malheureusement, et je m'y suis interrogé sur une des entrées, c'est la question du rapport de ces mondes arabes au droit international. Le droit international, c'est évidemment essentiel comme facteur de lissage des relations internationales. Or, il y a une chose qui est probablement partagée dans la région, c'est cette idée, ce ressenti ou ce ressentiment du deux poids, deux mesures. Ça, vous allez n'importe où dans le monde arabe, vous en discutez avec des citoyens, des intellectuels, des ouvriers, enfin que sais-je encore, des étudiants. Il y a cette perception tout à fait juste, de mon point de vue, du deux poids, deux mesures. Alors nous le savons, ici, on se connaît pour partie d'entre nous. Évidemment, le cas le plus exemplaire, et malheureusement exemplaire, c'est le cas de la Palestine. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses résolutions, mais enfin, j'ai fait le décompte pour le bouquin, je n'avais plus exactement le chiffre en tête. Concernant, depuis 1967, les résolutions soumises au Conseil de sécurité, les États-Unis, pour ne parler que d'eux, ont apposé leur veto à 44 reprises. Et nous savons que quand il y a eu résolution, et je pense notamment à la résolution 242, eh bien, elle n'est toujours pas appliquée aujourd'hui. Donc l'ONU elle-même est infoutue de faire appliquer ce qu'elle a voté ou ce que son Conseil de sécurité a voté. A contrario, je vais vous prendre une autre résolution que peut-être vous n'avez plus tous en tête, c'est la résolution du Conseil de sécurité 678. Ça ne vous dit peut-être pas quelque chose d'immédiat. Ça a été voté le 2 août 1990. Que s'est-il passé le matin du 2 août 1990 ? Saddam Hussein a eu la bien mauvaise idée de tenter d'envahir, certains disent de libérer, mais je ne veux pas polémiquer sur ce point, d'envahir le Koweït. Le jour même, il y a eu la vote de cette résolution 678, le jour même. Là, il y a eu un empressement tout à fait remarquable. Et vous vous en rappelez, quelques mois plus tard, la guerre a été déclarée. Bon, je n'y reviens pas, ce n'est pas le sujet. Mais deux poids, deux mesures. Comment se fait-il que dans une situation d'injustice absolue, de négation du droit, rien n'est fait, et qu'au contraire, dans certains cas, le droit international, ou ce qu'il prétend être, est appliqué avec une extrême efficacité. Un autre point commun qu'on retrouve, mais toujours en négatif, c'est la nature des régimes politiques. Et je pense qu'un des marqueurs, c'est l'autoritarisme, parce que malheureusement, que nous soyons dans des républiques, en tout cas elles se nomment comme telles, dans des monarchies ou tout autre type de régime, il y a un autoritarisme qui est un des points communs de cette région, malheureusement. Alors que je me fasse bien comprendre, pour moi, il n'y a pas d'essentialisme, et je ne veux pas faire d'anthropologie de bas étage, il n'y a aucune raison objective pour qu'indéfiniment, ad vitam aeternam, les peuples arabes soient soumis à des régimes autoritaires. Et d'autant que derrière l'apparent monolithisme qui existe, eh bien, il y a des sociétés vivantes qui se battent dans des conditions difficiles, bien évidemment, mais ce qui s'est passé en 2011, 2012, 2013 nous prouve là aussi à l'envi qu'il y a une volonté confuse, diffuse, difficile à s'émanciper de ces régimes autoritaires, même si cette formidable onde de choc qui a traversé toute la région en 2011, fin 2010, 2011, 2012, etc., n'a pas parvenu à réaliser les espoirs qui avaient été fondés à l'époque. En tout cas, je pense que la séquence qui a été ouverte en 2010, 11-12 n'a pas été refermée. Parce qu'il y a même si, bien évidemment, dans la plupart des pays qui ont connu ces mouvements de contestation, que pour ma part, je me refuse catégoriquement à appeler les printemps arabes, je trouve cette expression insupportable pour une série de raisons. Je me refuse aussi, mais là je sais que c'est un sujet de débat, de parler de révolution arabe, parce qu'une révolution, ça aboutit, quand elle réussit, bien sûr, ce n'est pas le cas, peut-être à l'exception de la Tunisie qui mériterait là aussi débat. En tout cas, il y a une chose de formidable, au-delà de l'horreur dans certains pays, de la répression, de la guerre. Bon, évidemment, tout le monde pense à la Syrie, entre autres, mais c'est que le mur de la peur s'est fissuré. C'est que les peuples arabes ont compris que des choses étaient possibles et que cette séquence qui est ouverte, elle n'est pas refermée. Alors j'espère ne pas faire preuve d'exagérément d'optimisme, mais j'en suis
profondément convaincu. Dernière chose sur cette présentation très générale, c'est la question des États-nations. J'ai lu beaucoup de choses, comme vous, ces dernières années, notamment quand il y a eu l'explosion, enfin dans tous les sens du terme, de Daesh, après 2014 dans la région. J'ai lu, j'ai entendu, j'ai polémiqué avec des amis parfois qui considéraient que c'en était fini des États-nations. Ben, je ne le pense pas. Je pense qu'en réalité, les États-nations se sont renforcés depuis la période de décolonisation et sont désormais le cadre dans lequel peuvent se développer les luttes, les combats, cette volonté de démocratisation et d'émancipation. C'est très important. Quand les peuples se sont mobilisés dans certains pays, en 2011, 2012, ils se sont mobilisés contre les régimes, mais pas contre les États. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans la plupart des pays qui ont connu ces mouvements de contestation, le drapeau national était brandi par les manifestants. C'est quand même un indicateur, enfin c'est plus qu'un indicateur de mon point de vue. Bien. Alors ces choses étant présentées très 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 sommairement, mais comme ça nous laissera un peu de temps pour le débat, sur le sujet qui nous rassemble plus précisément aujourd'hui. Les mondes arabes alliés d'Israël. C'est le titre, je crois. La question, elle est évidemment tout à fait pertinente. D'autant que cette cause palestinienne que j'évoquais précédemment a toujours été un marqueur d'apparente unité. Je dis bien d'apparente unité, parce qu'au niveau des États, des gouvernements, il y a en réalité eu souvent plus de déclaratifs que d'actes véritablement concrets, bien qu'il y en ait eu certains. Mais au niveau des peuples, ce que j'ai dit tout à l'heure, les opinions publiques sont plutôt spontanément favorables à la cause palestinienne. Or, aujourd'hui, il y a des lignes de fracture qui sont en train de s'opérer ou de se renforcer sur cette question précise. Et évidemment, là, il va falloir faire un focus et aller regarder ce qui se passe plus précisément au sein du Golfe et d'Israël. Et si cette question se pose, c'est qu'il y a la question sous-jacente de l'Iran. Enfin, quand je dis sous-jacente, c'est en réalité la question. C'est que nous comprenons bien qu'un certain nombre des monarchies arabes du Golfe considèrent que l'Iran représente un danger existentiel pour elles. Et comme par hasard, les Israéliens, pour leur part, ou tout du moins les dirigeants israéliens, considèrent aussi, Netanyahou nous rebat les oreilles sur cet aspect, considèrent aussi que l'Iran représente un danger existentiel. Donc là, comment ? Je vais y arriver à ce brave Trump, tu as tout à fait raison. Donc il y a là une sorte de convergence objective, sauf que Israël a magistralement compris et instrumentalisé cette crainte, réelle ou pas, d'un certain nombre d'États arabes. Et c'est là où je pense qu'il y a une sorte de modification de l'équation stratégique dans la région du Golfe, avec une alliance en devenir. Il n'y a pas encore une alliance formelle entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'État d'Israël. Nous n'en sommes pas là. Enfin, pour le moins, il y a des convergences. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, elles sont assumées publiquement. Ça, c'est nouveau. Rappelez-vous, quand Mohammed Ben Salman, là, ce jeune impétueux qui est le prince héritier saoudien, a été faire un voyage officiel aux États-Unis au mois de mars. 3 semaines, il est resté, donc il a eu le temps de voir du monde. Il a publiquement dit qu'il fallait reconnaître l'État d'Israël, son existence. Oui, enfin ça, pour nous, c'est pas totalement un scoop. Mais il l'a dit publiquement, il l'a dit aux États-Unis. Et dans la bouche d'un dirigeant saoudien, c'est assez étrange. Intéressant, tout du moins. Donc, il y a cette nouvelle équation. Est-ce que pour autant, cela signifie que les États arabes du Golfe sont unis ? Évidemment, non. Rappelez-vous, il y a un an, presque jour pour jour, au beau matin du 5 juin, il y a une décision qui est prise par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, plus quelques autres États qui ne sont pas les plus importants pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui décident de mettre en place un embargo à l'égard du Qatar. Je dis bien, il y a 3 États de ce fameux Conseil de coopération du Golfe. Et pourquoi le Qatar ? Parce qu'il est accusé par les Saoudiens et les Émiratis de favoriser l'Iran. Et c'est donc cette question iranienne qui est sous-jacente.
évidemment, et qui est centrale. Et quand j'entends que ces braves gens demandent enfin, la France demande la même chose, entre parenthèses, demande aux dirigeants iraniens de calmer leurs ambitions régionales, ça peut prêter à sourire si ce n'était pas si grave. Parce que les Iraniens et leurs ancêtres les Perses ont toujours eu des ambitions régionales. Quand je dis ambition, ça ne veut pas dire qu'ils sont expansionnistes. Moi, je ne pense pas que l'Iran soit expansionniste. Mais que l'Iran, comme grande puissance, est une politique d'influence dans la région, qu'elle se crée des réseaux, des relais, évidemment oui. Et donc, si on demande aux Iraniens d'arrêter avec cela, eh ben, on se met le doigt dans l'œil et ça risque de nous faire mal. En tout cas, pour revenir à la région, cette question a été parfaitement comprise par Israël, je l'ai déjà dit, mais pour autant, l'unité n'est pas réalisée. Parce qu'il y a bien l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, mais Oman et le Koweït se sont pour leur part bien gardés de se mettre dans cette petite coalition anti-Qatari. Il y a donc des logiques différentes qui sont à l'œuvre et qui sont source de contradictions. D'ailleurs, à propos de Trump, quand il y a eu cette décision le 8 mai dernier, là, il y a un peu plus d'un mois, de dénonciation de l'accord nucléaire iranien, on a dit que cette décision est soutenue par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël. Et je pense que ce n'est pas tout à fait ça la réalité. C'est qu'en réalité, la bande des trois saoudienne, émiratie et israélienne avait préparé le terrain depuis fort longtemps. On sait très bien que les Émirats, tout particulièrement, parce qu'on parle toujours de l'Arabie Saoudite, à mon avis, ceux qui sont la pointe avancée de ce combat, c'est les Émirats. Notamment l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington, qui est là depuis très longtemps, qui connaît tous les rouages de l'appareil d'État aux États-Unis. Et on voit comment, depuis 2016, donc depuis la campagne électorale, avant même que Trump ne soit élu, il y a un travail incessant des Saoudiens, des Émiratis, des Israéliens, pour les convaincre, entre autres dossiers, de la nocivité de cet accord iranien. Ah ben Trump a obtempéré. Mais pour autant, rappelons-nous, alors la politique de Trump, j'avoue ma relative incompétence, parce que poursuivre les méandres du bonhomme, c'est un peu compliqué. Mais rappelez-vous qu'aussi son premier grand voyage à l'international, c'était il y a un an, c'était en Arabie Saoudite. Alors il a fait la danse du sabre, il était très content, mais enfin il a fait aussi des déclarations très dures, très violentes à l'égard des Iraniens. On en revient là. Et comme par hasard, c'est quelques 10 jours après son départ de l'Arabie Saoudite qu'il y a eu la mise en œuvre de cet embargo à l'égard du Qatar. Et Trump, par ses fameux tweets, s'est félicité de ces mesures. Sauf qu'il a été rappelé à l'ordre par le département d'État et le département de la Défense aux États-Unis, qui lui ont rappelé que peut-être il fallait être un peu plus prudent. Un, parce qu'il y a une base militaire américaine au Qatar, à Al-Udeid, 10 000 hommes. C'est la plus importante base américaine au Moyen-Orient. Donc ils lui ont rappelé quand même son existence et qu'il fallait donc pas trop charger les Qataris. Et puis, deuxièmement, ces quelques conseillers qui restent à peu près conscients des intérêts des États-Unis lui ont fait remarquer que s'il fallait lutter contre l'Iran, il valait mieux l'unité et donc pas jouer la division des États arabes. En tout cas, tout cela est fort intéressant. Pour conclure, le jeune Mohammed Ben Salman, dont je disais tout à l'heure qu'il s'est exprimé sur beaucoup de choses, parce qu'il est tout à sa volonté de prendre le leadership des mondes arabes, et ça je lui souhaite bien du plaisir, ce jeune Ben Salman donc, avait expliqué qu'il était tout à fait favorable au transfert de Jérusalem, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Bon, ça on connaît l'histoire. Et il avait même considéré qu'on pouvait octroyer aux Palestiniens comme capitale Abu Dis. Il l'a dit, publiquement. Puis, le ton avec lequel il l'a dit, c'était si les Palestiniens ne sont pas contents, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Oui, ailleurs, je ne sais pas trop bien où. Enfin, ce qui est intéressant, ça c'était au mois de mars, le 15 avril suivant, donc il y a 2 mois, il y a eu un sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu en Arabie Saoudite. Et son papa, le roi Salman, qui est un peu âgé certes, a réaffirmé que pour lui, la capitale de l'État de Palestine à venir, ce serait Jérusalem. Et il a même donné un nom à ce sommet de la Ligue des États arabes, c'est le sommet Al-Quds, du nom de Jérusalem.
Donc ça prouve qu'à l'intérieur même de l'Arabie saoudite, sur ce rapport à Israël, il y a des divergences. Comment se dénoueront-elles? J'en sais rien. Il y a plusieurs options dont on pourra discuter. Mais pour conclure, je pense que, cette volonté de quelques États arabes de constituer une alliance avec Israël contre les Palestiniens, certes, mais aussi contre l'Iran, même si les intérêts palestiniens et iraniens ne sont évidemment pas de même nature, je pense que ça ne se produira pas et que ça ne s'élargira pas au reste des mondes arabes. Parce qu'à l'intérieur du Conseil de coopération du Golfe, 6 États ne sont pas unis, je l'ai dit. Au sein de la Ligue des États arabes, ça ne vous a pas échappé que des États comme le Liban, la Tunisie, l'Irak, bon, je ne parle pas de la Syrie, de toute façon la Syrie a été exclue de la Ligue des États arabes, ne sont pas sur cette ligne-là. Et que même l'Égypte, qui a été partie à la mise en place de l'embargo il y a un an, n'est quand même pas très allante. En même temps, elle ne se désolidarise pas parce qu'elle est trop dépendante des capitaux saoudiens et au vu de la situation de l'économie égyptienne, on peut le comprendre. En tout cas, ce credo néoconservateur qui est mis en œuvre par un certain nombre d'États, Arabie saoudite, Émirats, avec les Israéliens, est un danger, évidemment, parce qu'il y a risque de guerre, il ne faut pas se le cacher, et qu'elle modifie cette alliance, cette bande des trois, l'équation stratégique régionale. Pour autant, je ne pense pas qu'elle puisse s'étendre à de très nombreux États du monde arabe, des mondes arabes. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci Didier. Moi, je voudrais poursuivre cette discussion en vous posant 2 questions. La première, c'est à propos d'une phrase que tu écris dans ton bouquin, qui est la suivante. La non-résolution du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire l'impossibilité pour les Palestiniens de pouvoir vivre dans un État viable, doté de tous les attributs de la souveraineté, influence par sa centralité toutes les évolutions régionales. Je suis assez d'accord avec cette phrase, mais il se trouve qu'elle est en contradiction, disons, globale avec le discours qu'on entend aujourd'hui, selon lequel la question palestinienne est passée à l'as, elle est éclipsée très très sérieusement par les guerres en cours, elle est éclipsée aussi par les hypothèses que tu viens de souligner. Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est le fait que cette alliance contre nature dont tu parlais, c'est-à-dire les États-Unis, l'Arabie saoudite et ses amis du Golfe et Israël, ces gens-là sont en train de concocter, c'est d'ailleurs pratiquement terminé, ce qu'ils appellent un plan de paix pour la Palestine, dont on ne connaît pas grand-chose, mais le peu qu'on connaît, c'est littéralement inacceptable pour les Palestiniens. Tout cela me fait dire qu'on est au bord d'une situation qui est, j'allais dire, qui est d'une crise très profonde, mais on ne peut pas entrer dans une crise plus profonde que celle dans laquelle on est. Vers quoi va-t-on après ça? C'est-à-dire d'abord, cette phrase, qu'est-ce qui te fait dire que la centralité de la cause palestinienne existe toujours? Deuxièmement, le rôle que ces gens sont en train de jouer dans la préparation d'un plan de paix pour la Palestine, est-il un épisode sérieux ou est-ce de nouveau une manière de mettre les Palestiniens dans l'obligation d'avoir accepté quelque chose d'inacceptable? Alors, sur la centralité de la question palestinienne, je persiste et signe. Alors, effectivement, à la lecture ou à l'écoute des médias, des sujets, des conférences internationales, la Palestine est moins au premier plan qu'elle n'a pu l'être au cours des années, voire des décennies antérieures. Pour autant, est-ce que la question a été réglée? Non. Est-ce qu'elle s'est aggravée? Oui. Et pourquoi est-ce toujours central? C'est que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure la question du 2 poids, 2 mesures. C'est vécu dans la chair de millions, de dizaines, peut-être de centaines de millions d'Arabes, entre guillemets. Et tant que cette question ne sera pas réglée, je pense qu'aucun conflit ne sera réglé. Alors évidemment, ce n'est pas mécanique, je me fais bien comprendre. C'est que certains autres conflits peuvent être réglés, je le souhaite, sans que le conflit palestinien ne le soit, évidemment. Mais pour autant, y aura-t-il une stabilisation dans le cadre de la justice internationale, du droit international, sans que cette question palestinienne ne soit résolue? Non. Donc c'est toujours, de ce point de vue-là, central. Par ailleurs, et ça on le sait fort bien, c'est que cette question palestinienne, elle concentre, pour des raisons liées au droit international, liées à la géopolitique, liées aux questions d'hypothétiques guerres de civilisation, toujours c'est pas le seul, mais un des exemples sur l'échiquier politique international de ces régions qui sont sur la ligne de crête de toutes les contradictions. Et la Palestine l'est toujours, ou les territoires palestiniens le sont toujours. Donc, tant que ce n'est pas réglé pour ces questions-là, parce que ça peut avoir des effets dominos en cascade, eh bien, c'est toujours
une question centrale. Alors, pour autant, je comprends bien et je suis d'accord pour dire que dans les médias, ça n'a plus la place que cela devrait avoir. Enfin, on parlait juste avant là, de ce qui s'est passé dimanche dernier avec la flottille de la liberté. Effectivement, les médias n'ont que peu couvert ce qui s'est passé. Donc c'est un indicateur, bien évidemment. Et je comprends bien aussi que, notamment en 2011-2012, avec cette effervescence politique qu'il y a eu dans la région, on a lu, on a tous entendu « Ah ben la question palestinienne, elle est passée au 2e ou 3e plan ». Oui, mais ce n'est pas la situation. Parce que, évidemment, les peuples qui se sont mobilisés ne se sont pas mobilisés en disant « Vive la Palestine, vive la souveraineté de la Palestine ». Quoiqu'il y a eu aussi ce type de mot d'ordre. Parce que les gens se mobilisent, que ce soit dans les mondes arabes ou dans toute autre région, sur les problèmes de l'immédiateté. Chasser, dégager le tyran, pouvoir avoir une vie digne, lutter contre les inégalités sociales. Est-ce que pour autant, il y avait un oubli de la Palestine? Je ne le crois pas du tout. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens très bien qu'en Égypte, sur la place Tahrir, dont on connaît l'histoire, eh bien, le lendemain du départ de Moubarak, les manifestants de Tahrir, vous vous rappelez, ont nettoyé la place Tahrir. Elle était impeccable. Enfin, ça, c'est symboliquement fort. Et ils ont fait une manif le lendemain pour la Palestine. Il n'y a pas grand monde qui l'a relevé. Donc, ça prouve quand même que cette question de la Palestine n'est pas oubliée par les peuples de la région. J'espère non plus par les autres, bien qu'on soit un peu minoritaire éventuellement. Deuxième question, sur le plan de paix. Oui, enfin, j'en sais pas plus, peut-être, oui, voilà. On ne sait pas. Alors, quand il semble, enfin, j'ai lu ça dans la presse états-unienne, je crois, dans le New York Times, il me semble, quand Mahmoud Abbas a été aux États-Unis, c'était en novembre, je crois, hein, on lui a fait savoir qu'il y avait un plan de paix qui avait été concocté. Ah bah merci. Alors donc, à Boudis, justement, comme capitale, contentez-vous de ça. Et puis alors, il va falloir que vous acceptiez que les colonies israéliennes, elles passent sous autorité légalement israélienne. Alors, pour compenser cela, on va vous donner un morceau de territoire dans le Sinaï. Moi, c'est ce que j'ai lu. Enfin, ça peut prêter à sourire. Enfin, franchement, c'est atroce, c'est lamentable, c'est affligeant. Mais enfin, voilà. Et puis, pareil, si vous n'êtes pas d'accord, cher ami, démissionnez. Oui, mais une fois de plus, et pour ceux qui ont un peu la barbe blanche ou les cheveux blancs, on se rappelle, il y en a eu combien de plans de paix de ce type? Alors, qui étaient concoctés dans les chancelleries, etc., sans qu'on demande au passage leur avis aux Palestiniens. Donc, on a concocté, je ne sais pas combien, enfin, ça peut se retrouver facilement, de nombreux plans de paix sans demander leur avis aux principaux intéressés. Par définition, ça ne pourra pas marcher. Toutefois, et là tu mets le doigt sur un sujet très compliqué, c'est qu'évidemment, le rapport de force s'est considérablement dégradé. Pour les Palestiniens, ça va de soi, et que les plus convaincus d'entre nous, je pense que nous le sommes tous, qui militons pour un État palestinien souverain, indépendant et viable, quand on voit ce cancer des colonies qui jour après jour évolue, comment cela peut être viable? Alors ça, c'est très problématique. Et puis par ailleurs, malheureusement, la division prévaut toujours au sein même du peuple palestinien et l'autorité palestinienne, disons, je ne veux pas être déplaisant pour personne, n'est pas au mieux de son efficacité politique en défense des intérêts de son peuple. On va dire comme ça sera une formule diplomatique. Donc tout cela, évidemment, pose problème. Parce que les plans de paix qui avaient été concoctés dès les années 70, ça ne fonctionnait pas, mais il y avait une période, une conjoncture ascendante et d'affirmation du mouvement national palestinien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il n'a pas disparu pour autant. Donc, comme on le sait, les événements politiques, des fois, il suffit de peu de choses pour qu'ils redémarrent, se recristallisent. Je le souhaite avec un soutien international parce qu'en réalité, outre la mobilisation des Palestiniens, mais celle-ci n'est pas entachée, nous l'avons vu ces dernières semaines, alors à Gaza plus spécialement bien sûr, mais au niveau international, il y a des choses qui se passent, c'est insuffisant, on aimerait plus, bien sûr, pour autant, il n'y a que ceux qui ne se battent pas qui n'ont pas de résultat. Donc moi je resterai, j'espère jusqu'à mon dernier souffle, optimiste, mais comme disait l'autre, c'est l'optimisme de
de la volonté, et c'est en ce sens que je me situe. Donc il faut être sérieux, dans une phase, enfin nous, surtout les Palestiniens, où le rapport de force n'est pas en leur faveur. Et donc, un plan de paix pourri, tel qu'on peut l'imaginer, il peut être concocté, il peut être signé par quelques puissances, mais il ne sera pas validé par l'ONU, ça je ne le pense pas. Et puis, le combat des Palestiniens ressurgira sous d'autres formes. Donc il sera tout aussi inefficace que les précédents. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et dernière chose, le rapport de force n'est pas en faveur aujourd'hui des Palestiniens, mais ça peut repartir. Mais si on prend un peu de recul, je ne parle pas de ce qui se passe dans les territoires ou à Gaza, mais au niveau de l'ONU, par exemple, le nombre d'États qui a reconnu l'État de Palestine, ils sont majoritaires. Donc ça, c'est un point d'appui. Alors après, ça nous renvoie à d'autres questions, c'est-à-dire la veulerie des membres du Conseil de sécurité, dont la France, et son incapacité, ou plutôt son refus de s'engager dans la voie de la résolution de la question palestinienne. On sait que Hollande avait mis ça dans son programme dès qu'il a été élu, sur cette question comme sur quelques autres. Il a refermé le programme pour penser à autre chose. Avec Macron, c'est même pas... Alors lui, il n'avait même pas de programme, remarquez. Comme ça, tout est ouvert. Mais enfin, il n'a jamais évoqué la question de la Palestine, sauf quand il reçoit son ami, comme il dit, Netanyahou, où là, il fait assaut de civilité. Un peu trop à mon goût. Merci Didier. Bon, maintenant, la parole est à vous. Un micro est disponible pour ceux qui veulent intervenir. Bonjour, M. Billon. Bonjour. Merci de votre intervention. Jean Keating, je suis journaliste ici à Paris et, entre guillemets, spécialiste du Golfe et du pays arabe. Votre intervention soulève beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et énormément d'inquiétudes. Ma première question, ça serait sur la reconnaissance d'Israël par les pays arabes. MBS, il a fait une petite déclaration qui a fait du bruit, mais ce n'est pas le premier Saoudien qui dit qu'il va reconnaître Israël. En 2000, à Beyrouth, le roi d'Arabie Saoudite a dit en échange des frontières 67. Donc c'est un truc qui mijote depuis un moment, mais Israël n'a pas l'air de saisir. Est-ce que vous croyez qu'on peut renouveler ce plan de 2000 et l'ajuster pour trouver une solution? Enfin, moi, personnellement, je suis pessimiste, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Deuxièmement, on sait bien que le gouvernement arabe utilise la cause palestinienne comme bâton depuis des décennies pour taper sur Israël, sans vraiment faire quelque chose de très concret. J'ai visité beaucoup de camps palestiniens dans les pays arabes et où ils sont très très maltraités. Et donc, il ne faut pas dire... Le peuple, peut-être, dans l'âme, veut la résolution des problèmes palestiniens, mais le gouvernement, un peu moins. Troisième inquiétude pour moi, c'est la perte de vitesse dans les instances internationales. On voit ce matin que les Américains se sont retirés du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et donc, ce n'est pas la peine de faire jouer la question palestinienne dans les instances comme ça s'il n'y a personne. Enfin, s'il n'y a pas les Américains qui sont essentiels à la paix. Donc, l'UNESCO, c'est pareil. Ils ne sont pas membres de Cour internationale criminelle à La Haye, mais quand même, s'ils étaient là, ils se retirent. Donc, ils se retirent de plus en plus pour éviter qu'on les met sur le banc d'accusés. Israël est soutenu par les Américains. Quel avenir dans les instances internationales pour cette question? C'est les Américains qui sont soutenus par Israël, en réalité. Oui, bon, enfin, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, hein, je veux dire. Et dernièrement, les contacts entre Israël et les pays arabes dans la région à plusieurs niveaux ont lieu depuis des décennies. Si vous allez à la Golfe d'Aqaba, il y a une maison, je peux vous indiquer, où les chefs de services de renseignement, une fois par mois, se rencontrent, dînent ensemble et règlent les petits problèmes entre eux. Il y a les Égyptiens, il y a les Saoudiens, les Israéliens, il y a les Jordaniens. Donc aussi l'histoire d'ouvrir des bureaux de représentation qui devaient fermer, qui n'ont pas été fermés au Qatar, par exemple, etc. Donc il y a des contacts tout le temps. Quel enjeu pour l'économie dans tout ça, pour les pays arabes et pour Israël? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu? Merci. Excusez-moi d'être long. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs questions. Ah, d'accord. Alors écoutez, moi je suis d'accord avec vous pour dire que il ne faut pas s'obnubiler sur la question de la reconnaissance de l'État d'Israël. Parce que pendant toute une période, ça a été un enjeu, notamment dans la région. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est plus la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, mais j'entends bien que c'est un subterfuge assez grossier au demeurant,
qui continue à être agité, utilisé, manipulé, instrumentalisé par un certain nombre de régimes arabes, mais qui tourne à vide. La question, pour moi, ce n'est pas celle de la reconnaissance de l'État d'Israël, que les États arabes reconnaissent Israël, parce qu'ils s'abritent derrière cette formule en disant, vous voyez, nous, on reste ferme. Oui, mais en réalité, et là je suis d'accord, il y a des contacts ô combien importants. Ok. Donc, il ne faut pas, à mon avis, l'angle d'attaque pour combattre cette politique qui est tentée d'être remise en œuvre par Émirats Arabes Unis, enfin surtout Abu Dhabi en l'occurrence. Dubaï est un peu à la ramasse là-dessus, mais surtout Abu Dhabi au sein des Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et Israël. C'est pas le bon angle d'attaque. Qui est reconnaissance ou pas, pour moi, ce n'est que l'expression d'un processus qui aurait ou qui devrait permettre de régler cette question palestinienne. Donc, quand on nous agite la question de la reconnaissance, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais ils le font. Mais ça, on doit le déconstruire pour remettre l'attelage sur ses pieds. Sur les liens qui existent entre le monde, enfin, un certain nombre des États, des mondes arabes et Israël, ce n'est pas nouveau. Je vous l'accorde, mais parfaitement. Le bureau de représentation des intérêts économiques au Qatar, parmi d'autres exemples, est une réalité. Oui, mais ce que je pense, c'est que la conjoncture politique n'est plus la même qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Et que par ailleurs, c'est pourquoi tout à l'heure je tentais de faire le lien avec l'Iran, c'est que nous sommes dans une situation d'extrême tension, parce qu'en arrière-fond, et encore une fois, je ne veux pas mettre la question de la palestinienne et la question de l'Iran sur le même plan, ce serait totalement absurde, ça n'aurait pas de sens, mais en termes de politique, d'initiative politique, il y a une concomitance, il y a une concordance, voire même peut-être une convergence, certains instrumentalisant tel dossier pour jouer sur l'autre et réciproquement parce que la vie n'est pas en noir et blanc et que tout ça est tout à fait dialectique. Donc ce qui m'inquiète le plus, c'est pas qu'il y ait des contacts secrets ou pas, ils existent depuis longtemps, mais maintenant ils sont assumés assez publiquement. Parce que quand le roi Fahd disait « nous on est prêts à reconnaître », oui mais il y avait des conditions à la reconnaissance de l'État d'Israël, et ça me paraît correct. Les Arabes, si vous me passez la généralité, ne sont pas obsédés en tant que tels par la reconnaissance ou pas. Ils sont obsédés par l'application du droit international, c'est très différent. Donc reconnaître l'État d'Israël, pourquoi pas, à la condition de... Le problème, c'est de savoir quelles sont ces conditions. Elles ont été énoncées dans le plan de paix, moi ça me convient parfaitement. Mais une de vos questions, c'était peut-on le réactiver ? Je crains que non dans la situation actuelle, parce que les divisions entre États arabes, je fais une liaison mal à propos là, entre États arabes sont vives, fortes, bon, pour les raisons que j'ai brièvement exposées tout à l'heure. Donc la question qui se pose désormais, c'est plutôt au niveau de l'ONU, de ce qu'on appelle la communauté internationale, je mets des guillemets, moi je crois que ça n'existe pas trop, mais on peut parfaitement créer des rapports de force. Mais c'est exactement la même question qui se pose que la question à l'égard de l'Iran. Trump a décidé de rompre l'accord. Et il nous menace, nous, collectivement, de représailles, de sanctions au nom du principe d'extraterritorialité. Et nous acceptons. Monsieur le maire a expliqué hier que ça y est, nous retirons nos entreprises. Mais c'est quoi cette affaire ? C'est quoi cette affaire ? Donc, des dizaines de pays acceptent le diktat, j'appelle ça un diktat pour ma part, de monsieur Trump, qui lui-même est manipulé par ceux que nous avons nommés tout à l'heure. Alors ça nous pose le problème. Et malheureusement, ça se décline principalement, pas uniquement, mais principalement sur la question de Palestine. Mais est-ce que dans la vie, on accepte ceux qui parlent le plus fort ou qui prétendent le faire ? Moi, ce n'est pas ma philosophie de la vie. Oui, mais c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on perd aux États-Unis pour gagner en Iran ? Oui, mais non. Oui, j'entends bien cet argument. Sauf que ça, cet argument, je ne dis pas que c'est le vôtre, mais je l'entends. Je l'entends. Oui, mais si on est tout seul, que par exemple Total, avant tous, ils ont dit nous, on se retire. On a plus d'intérêt aux États-Unis qu'en Iran, ce qui m'a un peu étonné au passage. Mais enfin bon, je ne sais pas. Ben oui, d'accord, si on reste tout seul. Et puis Peugeot va faire ça, puis Renault, puis... Oui, mais si on est ensemble. Mais ça, c'est pas seulement les entreprises. Pour une fois, je ne jette pas la pierre aux entreprises. C'est le rôle des États. Est-ce qu'on a une aptitude anthropologique à capituler ou non ? Moi, pas.
Moi, c'est pas ma conception. Alors, une fois que j'ai dit ça, Didier Billon, ce qu'il pense, tout le monde s'en fout à peu près, enfin, sauf vous qui me faites l'amitié d'être présent. Mais enfin, je pense que Macron, ce que pense Billon, il s'en fout radicalement. Il a d'ailleurs sûrement raison. Mais plaisanterie mise à part, ça relève de la structuration. C'est ça qui est grave, de la structuration des relations internationales pour les 10, 15 ou 20 ans à venir. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que décide Trump presque jour après jour, c'est le détricotage méthodique, parce qu'il n'est pas si fou que cela, de ce qui a fait un monde, avec toutes ces injustices. Moi, je ne défends pas l'ordre international tel qu'il existe, bien loin de là. Mais enfin, il y avait des facteurs de régulation, comme on dit. En fait, ce qui se pose, c'est unilatéralisme contre multilatéralisme. Et là, nous sommes, en acceptant les exigences et les dictats de Trump, en train de prendre une mauvaise direction. Donc, ce que font les États arabes n'est que finalement la conséquence de cet environnement géopolitique général. Cela ne les absout pas de leurs erreurs, de leurs contradictions, évidemment non. Mais en même temps, ils sont partis à ce qu'on appelle savamment les nouveaux paradigmes des relations internationales. Et je crains que ces nouveaux paradigmes ne prennent pas la bonne direction. Dernière chose, je crois que j'ai répondu à toutes. Oui. Les instances internationales, que M. Trump parte de la Commission des droits de l'homme, qu'il s'en aille. À la limite, il reviendra. Il reviendra, lui ou son successeur. Je le regrette. Je pense que ces façons de procéder sont dignes d'un caprice de petit garçon ou de petite fille dans une cour de récréation. Mais il est président des États-Unis. En plus, il a été élu. Et on a bien compris que maintenant, Trump est obsédé par une seule chose, c'est sa réélection. Ça fait peur. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon, donc c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est là aussi une illustration de qu'est-ce que font les autres. Mais le budget. Mais le budget. 22%. Mais on trouve, mais oui, d'accord, mais on trouvera toujours. Vous savez, le général de Gaulle disait l'intendance suivra. Je pense qu'il a un peu raison. Quand on veut, on peut. Vous allez rationaliser alors. Bon, et dernière chose. Non, je pense que tout ça, enfin, je le règle d'un coup de baguette magique. Évidemment, c'est compliqué, évidemment, mais c'est toujours la question de la volonté politique et donc de l'objectif. La volonté, ce n'est pas une question psychologique pour moi, je ne suis pas psychologue, mais on a de la volonté à partir du moment où on a un projet. Et ce projet, est-ce que la France toute seule peut l'avoir? Non. Est-ce que les Allemands peuvent l'avoir tout seuls? Non. Est-ce que l'Égypte? Non. Enfin, etc. Donc on peut créer des coalitions sur des objectifs précis et qui feront la nique aux Américains. Je ne considère pas. S'il faut s'allier ou faire des partenariats avec Moscou, il faut le faire. Avec Pékin, il faut le faire. C'est pas que j'ai une confiance totalement aveugle dans les valeurs démocratiques ou les principes démocratiques de ces pays, mais enfin. Donc, j'en ai pour ma part assez, je ne vous dis pas ça à vous, surtout pas, mais qu'on a l'impression que les États-Unis sont le Deus machina qui détiennent tous les fils de la situation mondiale. C'est une vue de l'esprit, et elle n'est vraie que si on se laisse faire nous-mêmes. Et si on ne veut pas se laisser faire, comme on ne peut pas le faire tout seul, il faut trouver des alliances. Dernière chose, vous avez dit sur la question palestinienne, la défense de la cause palestinienne, vous avez bien précisé que c'est les peuples, éventuellement, et pas les gouvernements. C'est ce que j'ai dit dans mon intro. J'en suis totalement d'accord, et je fais bien la différence. On sait très bien que des États arabes, peut-être pas tous et encore, ont instrumentalisé la cause palestinienne, la soi-disant défense de cette cause palestinienne, pour d'ailleurs justifier des mesures répressives dans leur propre pays. On est d'accord. Et je voulais bien le préciser, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je voudrais préciser à mon tour un point, c'est à propos du rôle de la communauté internationale, entre guillemets, dont tu parlais, et notamment de l'Europe, puisque ça nous concerne. Juste avant de venir, je lisais un communiqué du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires en Palestine, expliquant dressant la liste de toutes les structures qui avaient été démolies en Palestine par l'armée israélienne au cours du dernier mois. L'OCHA fait ça, le bureau fait ça tous les mois. Et ce mois-ci, sur la totalité des structures démolies, à peu près un quart ont été construites et financées par l'Union européenne. Je n'ai pas entendu un mot. Et c'est la même chose depuis des années. Voilà des années que les Israéliens démolissent régulièrement des structures financées, construites par l'Union européenne, et l'Union européenne l'accepte sans rien faire. Donc ça donne une idée des limites de son action. Oui, voilà. Qui veut prendre la parole maintenant?
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai plusieurs questions, on va dire, en fait. Ça concerne l'unité et la paix au Moyen-Orient, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur de la paix et du Moyen-Orient, comment dire, l'unité du Moyen-Orient des mondes arabes, comme vous dites, en prenant en compte la nouvelle route commerciale du nord de l'Arctique qui pourrait, comment dire, cette route qui pourrait, on pourrait penser qu'elle viendrait amoindrir, peut-être ralentir le commerce au Moyen-Orient, enfin en tout cas la route commerciale, dans les détroits par exemple de Suez, etc. Donc voilà, première question. Ensuite, comment le Moyen-Orient pourrait être impacté positivement ou négativement par les routes de la soie chinoises, le projet des nouvelles routes de la soie chinoises? Est-ce que ça pourrait jouer sur l'unité? Voilà. Et au final, est-ce qu'on peut espérer que le commerce soit une voie de sortie de crise, et si c'est pas trop optimiste de penser comme ça? Merci. Je comprends parfaitement vos questions. Elles sont d'ampleur et la réponse est compliquée. Mais dans la façon dont vous les énoncez, il y a une petite contradiction. Parce que vous dites le commerce pourrait être un facteur de sortie de crise, mais pour ce qui nous intéresse au Moyen-Orient, vous dites par ailleurs qu'il y a d'autres voies maritimes qui pourraient être développées au détriment des voies commerciales. Donc, oui, justement, excusez-moi, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que pour les routes arctiques, pour la route arctique qui viendrait justement, on va dire, désengorger, désintéresser peut-être le monde de ce canal-là de passage, peut-être que ce désintéressement du monde pourrait faire que certaines puissances qui jouent un petit peu de leurs intérêts, qui viennent un peu jouer on va dire les troubles faits dans cette zone, se désintéresseraient et non, peut-être que les acteurs locaux, régionaux seraient peut-être plus libres. Ah oui, d'accord. J'avais pas. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, non. Ah, ok. Non, mais c'est l'avantage du débat. Non, j'avais pas bien compris. Écoutez, moi je pense que la voie maritime arctique et les routes de la soie sont certainement de nouveaux enjeux géopolitiques de toute première importance. Mais tout ça s'inscrira dans la durée, dans la longue durée. Moi je travaille beaucoup, peut-être pas assez, mais je travaille pas mal sur les routes de la soie. À l'IRIS, on a organisé le premier forum de Paris consacré aux routes de la soie au mois de novembre dernier. Et là, on est reparti pour un tour pour le mois de novembre prochain. Bon. Donc, ça m'intéresse, c'est tout à fait fascinant, ce projet chinois. Je ne suis pas dupe, ils défendent leurs intérêts, mais c'est ainsi. Est-ce que pour autant, ces nouvelles routes de la soie, est-ce que pour autant cette nouvelle route maritime arctique vont désengorger le commerce au Moyen-Orient? Non, pas exactement, parce que j'entends bien le rôle des détroits de chaque côté de la péninsule arabique qui est tout à fait essentiel, mais ces détroits en fait se voient pas, c'est pas des lieux de commerce, c'est des lieux de transit plus que de commerce déjà. Et deuxièmement, c'est la réalité de la carte de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une partie des sources d'énergie, de pétrole, de gaz qui sont au Moyen-Orient, et puis il y a des marchés de consommation qui sont pour le coup en Europe de l'Ouest, et les routes de la soie pour le coup ne vont pas désengorger ce commerce, ni encore moins l'Arctique. Donc autant les deux routes nouvelles que vous citez me paraissent fondamentales, pour autant, je ne crois pas que sur le court et moyen terme, cela modifie en quoi que ce soit les équilibres politiques, j'ai dit bien politiques, et donc commerciaux et économiques de la région. Et je crains donc, pour revenir à votre hypothèse, mais qui est une véritable hypothèse, que ces routes permettent à terme la réalisation d'une paix juste sur des principes du droit international dans la région. Je ne le pense pas. Parce que dire, si les yeux des acteurs, les grands acteurs internationaux regardent dans d'autres directions, ça va laisser les acteurs locaux se dépatouiller. Oui, mais ça ne se pose pas comme ça. Ça, c'est totalement théorique parce que les acteurs locaux qu'on a déclinés précédemment, Arabie Saoudite, Émirats, Israël, Iran, eux, ils continueront à avoir des intérêts divergents. Alors, chacun pour des raisons différentes, bien évidemment.
Mais qu'il y ait une opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran, je le comprends. Ce que je récuse totalement, j'en parle dans le bouquin, c'est que ce soit un conflit de religion. Ça, il faut déconstruire, il faut arrêter avec ça. Chiite contre sunnite, ça va, j'en ai marre d'entendre cette argutie. Mais qu'il y ait des intérêts politiques, géopolitiques différents, voire contradictoires entre l'Iran et l'Arabie saoudite, oui, bien sûr. Et ça, qu'il puisse y avoir des routes de la soie ou des routes arctiques, ça ne changera rien. Ça, c'est la dure réalité de la géographie et de l'histoire. Je vous ai répondu? Bon. Moi, je voulais poser une question qui sort un petit peu de ce point précis que vous abordez, qui est celui de la naissance d'une nouvelle nation exilée, semblable aux Palestiniens, qui est la nation iranienne, la nation syrienne. Nous avons actuellement des millions de Syriens expulsés de leur pays, soit des pays proches, soit l'Europe, qui se trouvent dans la même situation que les exilés palestiniens. Et comme leur gouvernement ne souhaite qu'une chose, c'est ne pas les voir revenir, nous voilà avec 6, 7 millions, peut-être plus, je n'ai pas les chiffres en tête. Et ce que j'ai constaté récemment, c'est une union sacrée des pays arabes contre ce peuple. Dans un exemple précis, cherchant à extraire une famille syrienne réfugiée de Libye, ayant obtenu leur visa d'asile en France, il est impossible de les faire sortir parce que ni l'Égypte ni la révolutionnaire Tunisie n'acceptent de leur donner des visas, ne serait-ce que de transit. Même chose pour l'Algérie, même chose pour le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a une union sacrée, là, des régimes soi-disant révolutionnaires, comme sortis de la révolution, d'une révolution qui n'existe pas en réalité, comme en Tunisie. Enfin, excusez-moi, mais j'y crois pas, la révolution tunisienne. Hein, et Sisi. Bon, que Sisi fasse une union sacrée avec Assad, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est pareil partout. Donc on a là un monde arabe qui est dans l'incapacité face à la situation palestinienne et maintenant face à la situation syrienne, c'est-à-dire face à des peuples en déshérence totale, de s'unir d'une façon ou d'une autre. Au contraire, ils s'unissent contre eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut, là aussi, un véritable défi qui se pose à nous collectivement. Mais je pense qu'il y a une diaspora syrienne qui est en train de se cristalliser, oui. La comparaison avec la diaspora palestinienne n'est pas efficiente, de mon point de vue, modeste point de vue. Pour une raison simple, c'est que les Palestiniens ont certes un État proclamé, mais on sait dans les conditions d'existence dans lesquelles ils se trouvent. A contrario, la Syrie est un État. Alors, un État dirigé par un tyran, un dictateur, qui a les mains entachées de sang, oui, d'accord. Un pays qui est exsangue, entre autres à cause de ces 6 millions probablement de Syriens qui sont à l'extérieur, à cause des destructions matérielles massives. Donc la reconstruction de la Syrie va prendre 15 ans, 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Là, les prévisionnistes ne sont pas tous d'accord entre eux, enfin peu importe, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis de toute façon, et c'est là où je veux en venir, cette reconstruction ne pourra prendre son essor qu'à partir du moment où il y a une solution politique. Cette solution politique ne pourra se mettre en œuvre que s'il y a des négociations avec toutes les parties, y compris avec les hommes de Bachar el-Assad. C'est regrettable, mais c'est ainsi. On ne pourra pas éviter cela. Pour autant, tout le monde le souhaite, le plus tôt sera le mieux. Une solution de transition se fera sûrement avec des gens de Bachar, pas lui personnellement, mais lui, il est soutenu pour l'instant par les Russes. Les Russes, quand ils n'auront plus besoin de lui, ils le vireront. Ils lui donneront une datcha sur les bords de la mer Noire, ou je ne sais, à moins qu'il ait un accident d'hélicoptère ou de voiture. C'est des choses qui arrivent parfois. Mais bon, plaisanterie mise à part, il y aura forcément une solution politique. Encore une fois, elle n'est pas écrite aujourd'hui, donc ça peut prendre du temps, malheureusement, parce que pendant ce temps-là, l'horreur continue. Mais à partir du moment où il y a une solution politique qui se dessine, ça ne veut pas dire qu'ipso facto, les 6 millions d'exilés reviennent, mais ils reviendront pour partie d'entre eux. Sûrement pas tous, mais
Mais ils reviendront. Et ça ne se fera pas en quelques semaines, ça va s'étendre là aussi sur des années. Certains prendront souche dans les pays dans lesquels ils se trouvent ou d'autres actuellement, bien évidemment. Ça fait partie des règles statistiques de ce type de situation. Mais celle-ci est quand même singulièrement massive et horrible. Mais pour autant, tout le monde connaît des Syriens qui sont actuellement exilés. Pour ceux que je connais, la plupart me disent nous, on veut repartir là-bas. Quand ils ne savent pas, mais ils ont ce désir. Certains veulent rester en France. Parmi ceux que je connais, j'en connais pas des centaines non plus. Donc je ne veux pas faire d'analyse statistique à partir de quelques exemples. C'est plutôt une majorité qui a l'intention de repartir. Mais pas maintenant. Évidemment, ils veulent avoir des gages, ce que je puis comprendre. Mais deux m'ont dit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps déjà, de toute façon, nous, notre but, notre aspiration, c'est de participer à la reconstruction de notre pays. Il y a ce facteur-là qui est bien légitime, qui est tout à fait respectable, honorable, évidemment, mais ça ne peut pas se faire tout de suite. Donc, quand même, je pense que si une partie de ces 6 millions et plus d'exilés repartiront, si une partie restera dans des pays d'accueil, entre guillemets accueil, je crois que la grande majorité repartira. Ce n'est pas pour tout de suite, mais pour cela, évidemment, il faut enclencher le processus politique, etc. Donc, je ne crois pas qu'on assiste, comme dit au départ, à la naissance d'une nouvelle nation en exil. Je crois que c'est exagéré. Qu'il y ait une diaspora qui se cristallise, oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et encore une fois, pas de comparaison avec la Palestine, parce qu'il y a un État syrien qu'on connaît dans l'état dans lequel il se trouve, mais pour autant, il y a encore un État. Et il n'est pas détruit. Et c'était d'ailleurs un des enjeux de la guerre. Et sur cette question, il est infiniment affaibli, évidemment. Et on sait très bien que les manœuvres des Russes, les manœuvres des Iraniens, qui sont d'ailleurs pas sur la même longueur d'onde, c'est pourquoi aujourd'hui un compromis politique est très compliqué à mettre en œuvre, c'est que désormais, on voit bien que les objectifs stratégiques des Russes et des Iraniens ne sont plus les mêmes. Donc ils étaient main dans la main pendant une bonne période, c'est plus le cas désormais, et ça va s'exacerber. Donc de ce point de vue, ça rendra plus difficile la solution politique. J'entends bien tout ça, mais je ne pense pas que ces 6 millions resteront à l'extérieur. Sur l'attitude des pays arabes vis-à-vis d'eux. Oui, mais... Excusez-moi, moi je veux intervenir. Ne parlez pas sans micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, moi je veux dire aussi que c'est pas les pays arabes qui ont été à l'origine de l'éclatement de la Syrie. Donc c'est pas quand même à eux. On peut pas leur reprocher de ne pas prendre le problème à bras le corps, comme vous citez l'Algérie, le Maroc, je sais pas qui. Ça leur tombe dessus. Ils ne donnent pas de visa de transit. Quel que soit, comme Trump. Quand même accueillir. Comme Trump. Bon. Il y a certains pays qui ont quand même accueilli la révolution palestinienne pendant longtemps et ils leur ont donné des visas, ils les ont accueillis et tout. Donc, je pense que c'est pas... Et je suis d'accord avec monsieur, la Syrie, les Syriens ont un pays qu'ils vont retrouver un jour ou l'autre. C'est pas comme les Palestiniens à qui on vole les terres et qui, au bout du compte, ne les retrouveront pas. Tandis que la Syrie, ce sont des réfugiés pour l'instant, mais on espère bien qu'ils retrouveront leur... Donc, moi, je pense que c'est pas les pays arabes seulement qui doivent trouver la solution à ces gens qui sont... Il ne faut pas négliger un petit point là-dessus sur la Syrie. Assad vient de passer une loi qui s'appelle la loi numéro 10, qui confisque, exproprie la propriété de certaines qui sont parties d'une part. Si, oui, mais... Vous pourrez venir si un peu, Assad. Et vous dites qu'il sera là. Non, j'ai dit il sera là dans une période de transition et plus courte sera celle-ci, mieux ce sera. Non, mais j'ai aussi parlé du fait qu'il sera... Enfin, on ne va pas faire de pronostic, ce serait absurde. Derrière vous, vous pourrez poser la question ensuite, mais on respecte l'ordre. Oui, bonjour, Jean-Pierre Perrin. Tout en partageant vos conclusions... il y a deux petits points quand même qui me chagrinent. Le premier, vous avez dit évidemment que le mur de la peur s'était fissuré. Oui. Alors je le pensais jusqu'à une période récente, mais je m'aperçois quand même en entendant les gens ici et là qu'il y a un autre mur qui s'est construit, qui n'est pas moins haut
c'est un autre mur de la peur, c'est celui que représente pour les sociétés des pays arabes l'exemple du Yémen et de la Syrie. Et ce qu'on peut entendre quand même régulièrement, c'est on est prêt à supporter beaucoup de choses, mais parce qu'on ne veut pas que notre pays devienne ce qu'est devenu la Syrie et ce que devient le Yémen. Et je crois que c'est un autre mur de la peur qui est en train de monter. Et le deuxième point concernant la question palestinienne, vous dites qu'elle a gardé sa centralité, mais quand même, le camp de Yarmouk, quand il a été assiégé pendant des mois, lorsque des dizaines de personnes sont morts de faim, ce qu'on n'avait jamais vu encore depuis très longtemps au XXIe siècle, un camp assiégé où des gens meurent de faim, et pas une seule manifestation dans le monde arabe de solidarité. Ça pose quand même quelques questions. Voilà. Merci. Moi, sur chacune de vos interventions, sur le mur de la peur lié aux situations yéménites et syriennes, oui, je suis tout à fait d'accord. Si je puis me permettre une comparaison n'étant jamais totalement raison, comme chacun sait, mais c'est ce qui s'est passé en Algérie. En 2011-2012, beaucoup se sont pétonnés qu'il n'y ait pas eu de mouvement. Il y en a eu, mais très minoritaire, et vite jugulé par le pouvoir. Mais en fait, s'il n'y a pas eu plus d'ampleur de mouvement de contestation en Algérie, c'est parce qu'il y avait la mémoire de la décennie noire. Et là, on est dans ce type de situation. Je suis totalement d'accord avec vous, et c'est vraiment un des paramètres à intégrer dans nos réflexions. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est pas tout à fait au même niveau. C'est que pendant des décennies, moi, j'ai jamais été convaincu par cela. On a entendu, alors qu'en Amérique du Sud, en Asie, il y avait des processus de démocratisation, il y a eu des dictatures qui tombaient les unes après les autres, et pas dans les mondes arabes. Et on entendait jusqu'en 2010-2011 en disant, je ne sais pas votre point de vue, hein, je le sais, mais il y a une incompatibilité quasi anthropologique entre islam, monde arabe et démocratie. Je n'ai jamais cru à ces foutaises. Et 2011-2012 a prouvé que ce pseudo-concept était faux. Est-ce que pour autant ces espoirs ont abouti par des victoires successives? Malheureusement, non. À part la Tunisie, mais je suis d'accord, hein, je ne parle pas de révolution tunisienne, c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin bon, c'est encore là où ça se passe le moins mal, on va dire ainsi. Il faut apprendre à être relatif dans ce bas monde. Donc, ce que je pense, et ça reste gravé dans ce qu'on appellerait l'inconscient collectif, ce que certains ont fait en 2011-2012 prouve qu'on peut ébranler les régimes. Enfin, Moubarak, Ben Ali pour commencer, Moubarak, etc. Alors, on ne peut pas faire des copier-coller, la preuve, ce qui s'est passé au Yémen, ce qui se passe en Syrie, bon, etc. Mais quand même, il y a cette idée qu'on peut changer les choses. Quand se concrétisera-t-elle? Quand y aura-t-il de nouveaux mouvements je n'en sais fichtre rien, et je me hasarderai évidemment pas à faire des pronostics, d'autant qu'il y a cette peur qui est aussi intégrée dans l'inconscient collectif. Donc, il y a les deux aspects. Mais on n'est plus dans la situation d'il y a 15 ans. C'est ça que je veux dire. Hein. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et la lutte vers la liberté est parsemée de cadavres. C'est infiniment triste, mais c'est ainsi. Sur la question palestinienne, et la non-réaction quant au massacre et la mise en coupe du camp de Yarmouk, des hommes et femmes, des enfants qui mouraient de faim et il n'y a pas de réaction, ni dans le monde arabe, ni nulle part. Ni nulle part. Ni nulle part. Et ça, c'est terrifiant, mais malheureusement, il y a d'autres régions dans le monde où il y a des famines, où par dizaines de milliers des gosses, des adultes qui crèvent de faim. Est-ce que pour autant la dite communauté internationale s'émeut? Pas le moins du monde. Alors c'est terrible, hein, c'est terrible. Moi, je ne fais pas reporter la responsabilité sur les peuples, je fais porter la responsabilité sur les responsables politiques, les gouvernements qui détournent pudiquement le regard vers ailleurs. Et puis alors on peut décliner et faire un coup de focus, ce qui s'est passé la semaine dernière à propos de l'Aquarius, c'est quand même... no comment, c'est pas le sujet. Pas seulement les manifestations, que je n'ai pas vu, mais les réactions aussi.
de nombre d'intellectuels arabes qui, normalement, intervenaient et qui, là, ne sont pas Oui, intervenus. mais d'intellectuels tout court, pas seulement arabes. Oui, ok, d'accord, d'accord. On est d'accord. Puisqu'on parle du monde arabe. Oui. Non, mais ok. Non, oui, mais les intellectuels dans les mondes arabes, ils sont d'ailleurs moins à même de pouvoir s'exprimer librement que dans nos belles contrées démocratiques. Donc, il n'y a pas un niveau. Ceci étant, le constat est là. Mais pour autant, il faut le prendre en compte, là aussi. Il faut pas être un idéologue. Ce sont des faits. Vous avez raison de les décrire ainsi. Je les partage dans la description. Mais pour autant, est-ce que la question palestinienne a disparu de l'inconscient collectif ou de la conscience collective? Je ne le crois pas. Sauf que, quels sont les vecteurs? Quelles sont les médiations d'expression, de capacité d'organisation? Pour l'instant, c'est un peu niveau zéro. Donc c'est ça le défi des mondes arabes en réalité, outre faire appliquer le droit international, la question de la Palestine, bon je n'y reviens pas, mais je disais tout à l'heure que de mon point de vue, je sais que c'est sujet à débat, mais tant mieux, le débat c'est la vie, les États-nations sont désormais enracinés. Ça veut dire que si le cadre de l'État-nation est considéré comme le cadre légitime de l'organisation des débats et de la vie politique, ça veut dire que la tâche maintenant, le défi qui se pose, c'est la possibilité de créer, et vous allez voir où je veux en venir, de créer des lieux d'expression libres, démocratiques, de pouvoir créer des formes d'organisation associatives, syndicales, politiques, indépendantes des États. Ça, le dire est aisé, le faire est plus compliqué. À partir du moment où ces lieux seraient créés dans le cadre des États-nations existants, ça permettrait des vecteurs d'expression un peu différents. Donc aujourd'hui, il y a une forme voulue d'atomisation des sociétés. Et pourtant, ces sociétés résistent. Alors, ça ne sort pas tout le temps, mais il y a des moments où ça ressort, ça s'organise, puis il y a des échecs. Mais ça, on le sait tous, si on ne prend que l'histoire de la France, la marche à la démocratisation de notre pays n'a pas été une promenade de santé. Il y a eu des avancées, des reculs, etc. Incontestablement, aujourd'hui, dans les mondes arabes, on est plutôt dans une période de reflux politique. Si j'ai un pari à faire, je crois que cette période de reflux réel ne sera pas de longue durée. Parce que les contradictions qui ont été la cause des mobilisations de 2011-2012 n'ont pas été à aucun endroit résolues. Donc il n'y a pas de raison que ça ne ressurgisse pas. Quand? Sous quelle forme? Alors là, je sors ma boule de cristal, on la sort tous pour essayer, je ne sais pas, mais sur la méthode, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je suis pas pour... je regrette que des intellectuels arabes n'aient pas plus dénoncé, mais il faut bien comprendre les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et encore une fois, ma critique sera plus acerbe à l'égard des intellectuels ou d'autres, pas seulement les intellos ou pseudo, qui n'ont rien dit non plus alors qu'ils pourraient le faire. Et ça nous pose le problème des indignations sélectives. Hein, on a les spécialistes, je n'en nommerai aucun parce que il y en a un, vous savez, avec 3 lettres, B, H, je ne sais pas quoi. Voilà, l'exemple est facile, mais il y en a d'autres qui ont des indignations très sélectives, très très sélectives. C'est normal s'ils considèrent que l'armée israélienne est la plus démocratique du monde, par ailleurs. Une question de madame. Monsieur. Moi, je voudrais revenir sur les propos de madame. Les deux pays d'accueil de la diaspora syrienne, c'est quand même le Liban et la Jordanie. Non, la Turquie principalement. Oui, la Turquie, oui. Enfin, il y a quand même le Liban et la Jordanie. Oui. Donc je me disais que, parce qu'en ce moment, ça commence à poser des problèmes. Bien évidemment, ils sont aidés financièrement. Il y a d'ailleurs de la corruption, j'ai entendu dire, par les États. Ces États, effectivement, ils sont dépendants, des États-Unis. Les Libans sont plutôt... Voilà. Enfin, le peuple, quand même, est-ce que ça ne peut pas faire une pression, peut-être que je suis optimiste, pour le retour, parce qu'en plus, ils sont à côté. Ils sont à côté de la Syrie. Donc, est-ce que ça ne peut pas être une pression pour le retour de ces Syriens dans leur pays? Ah oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Pas du gouvernement, par le peuple. Oui, d'accord. Là, il faudrait décliner point par point, parce que la situation des réfugiés syriens, elle est mauvaise. Ça, c'est par définition, être réfugié, c'est jamais un choix en positif. Hein.
Mais la situation devrait se décliner cas par cas. La situation des réfugiés syriens n'est pas la même en Turquie qu'au Liban ou qu'en Jordanie. C'est ça qui est aussi important. Alors moi, je connais fort bien la Turquie, c'est même ma base de départ régionale. 3 millions près de 3,5 millions de réfugiés. Donc on peut toujours critiquer la Turquie sur beaucoup de choses. Et il faut le faire, il ne faut pas s'en priver. Moi, je dis hommage à la Turquie sur cette question, quand même. Dans les camps de réfugiés syriens en Turquie, sur les 3,5 millions, c'est 400 000, 500 000 maximum. Je peux vous affirmer que ces camps, un camp, c'est horrible comme expression, mais il y a vraiment de gros efforts de la part des autorités turques, que par ailleurs je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais peu importe, en termes d'éducation, en termes de sanitaire, de dispensaires, d'infrastructures médicales. Bon, alors, mais c'est 500 000, donc il y en a 3 millions, dont une partie est en train de mendier dans les rues d'Istanbul, d'Ankara ou d'ailleurs. Il y en a une partie qui est en train de se faire exploiter honteusement par les patrons turcs, etc. Au Liban, on est dans une situation différente. C'est qu'il y a quand même là une osmose entre la Syrie et le Liban. Je ne suis pas prosélyte de la grande Syrie, hein, pas du tout, mais il y a eu des aides familiales, des solidarités communautaires aussi, tout simplement. Donc il y a une capacité extraordinaire, parce que si on ramène au ratio de la population, le Liban accueille plus de réfugiés. C'est 1,5 million, mais sur une population de 4,5. Alors qu'en Turquie, il y en a 80 millions d'habitants, donc évidemment, en termes de ratio. Donc là, encore une fois, le Liban est assez fascinant, parce qu'il a absorbé, en quelque sorte, enfin absorbé, c'est pas le bon terme, il a accepté, mais avec toutes les contradictions, et je pense que de toute façon, une partie de ces réfugiés qui a pu, et tant mieux, bénéficier de réseaux communautaires, d'entraide familiale ou autres, enfin peu importe, ne resteront pas là de vitam aeternam. Pour la Jordanie, de ce que je connais moins bien, je l'avoue humblement, la situation des réfugiés est beaucoup plus problématique. Il faut dire que la Jordanie a déjà eu des vagues de réfugiés, les Palestiniens, les Irakiens, n'oubliez pas, après 90, 92 et surtout après 2003, et la Jordanie c'est un petit pays, on l'a vu la semaine dernière, il y a 15 jours. C'est un petit pays qui est en état d'effervescence, non pas à cause des réfugiés, mais parce que la situation économique se tend considérablement. Et on peut considérer que la Jordanie est sous perfusion extérieure, notamment américaine. Donc si Trump avait la mauvaise idée de retirer ses billes de Jordanie, là je pense que ça exploserait. Donc ce que je veux dire, c'est que là aussi, il faut décliner cas par cas, parce que un raisonnement global est satisfaisant, parce que pour condamner la situation des réfugiés, il faut le faire, mais une fois qu'on a dit cela, il faut rentrer dans les détails et se mettre les mains dans le cambouis pour voir cas par cas comment ça se pose, quelles sont les solutions possibles à mettre en œuvre. Dernière chose sur ce point, on disait tout à l'heure, les États arabes ne sont pas les principaux responsables, oui, mais en même temps, comme dirait l'autre, je suis pour ma part vraiment très critique à l'égard d'États comme l'Arabie Saoudite, les Émirats éventuellement, le Qatar, qui eux n'ont pas accueilli de réfugiés. Nada. Alors au Qatar, on peut me dire il n'y a pas beaucoup de place. Oui, certes, on peut toujours trouver des solutions. Enfin, l'Arabie Saoudite, c'est un grand pays. Ils ont beaucoup d'argent. Même si l'économie saoudienne n'est pas au mieux de sa forme, bon, ok. Mais enfin, ça va encore, quoi. Ils ont encore quelques réserves, on va dire comme ça. Ils n'ont accueilli aucun réfugié. Ça, c'est pas le dénoncer pour le dénoncer. Puis moi, je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Et j'essaye de ne pas, dans ma vie, être donneur de leçons. Mais ça, c'est un scandale politique. C'est pas moral, c'est politique. Les deux se rejoignent, parfois, rarement, mais parfois. Oui, je voulais revenir sur la question du rapprochement entre donc un certain nombre de pays arabes et Israël. Aujourd'hui, en fait, cette dynamique, elle est portée essentiellement donc par l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, et j'irais même, elle est portée aussi essentiellement, quasiment par des personnes, MBS, MBZ, voilà. Ouais. Donc ma question, elle était de dire, est-ce qu'il y a des éléments de fragilité ou j'allais dire ou d'évolution et d'éclatement de ce mouvement lié à l'intérieur de l'Organisation de coopération du Golfe, des pays du Golfe, dans la mesure où, j'allais dire, l'Arabie Saoudite et
Abu Dhabi ne représente elle est un tiers, en gros, même si Bahreïn est probablement complètement relié. Bon, donc à l'intérieur de l'Organisation de coopération des pays du Golfe, est-ce qu'il y a des facteurs d'éclatement possibles et des poids possibles pour le Koweït, Oman, etc. Et puis deuxième question, à l'intérieur même des Émirats arabes unis, je ne connais pas bien du tout, mais est-ce qu'il y a aussi des facteurs possibles? Vous avez dit tout à l'heure rapidement, Dubaï est à la ramasse. Est-ce qu'il y a des choses en fait qui sont aussi susceptibles de faire évoluer, cette dynamique en fait des rapports avec Israël? Le Conseil de coopération du Golfe, il est en état de coma avancé, pour parler clair. Donc, enfin, ils peuvent continuer à entretenir le mythe de l'existence de cette organisation. Dans la réalité, aucune initiative, aucun point de convergence, sauf entre quelques-uns des membres. Mais enfin, ce qu'on ne va pas rappeler, Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Bahreïn. Mais Bahreïn, c'est une excroissance saoudienne. Enfin, je ne veux pas être déplaisant vis-à-vis des Bahreïnis. Ils ont tout mon respect. Mais enfin, on se rappelle qu'en 2011, quand il y a eu des manifestations, c'est la soldatesque saoudienne, aidée par des Marocains, au passage, et qui ont tiré dans le tas. Et les Émirats, exact. Qui ont tiré dans le tas. On sait, on a des témoignages. Il y avait même des blessés dans les hôpitaux. Ils ont été les sortir des hôpitaux pour les achever. Bon, ok, ça, on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque, mais c'est ainsi. Donc, cette organisation, en tant qu'organisation, elle est totalement divisée et donc incapable de prendre des initiatives. C'est ainsi. Pour ceux qui aujourd'hui, je parle de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, sont convergents. Et on parle souvent de MBS, mais on ferait mieux de parler plus souvent de MBZ, parce que, allez, on est entre nous, l'âme damnée, c'est plutôt MBZ. Je crois que lui, il a une vision stratégique. Et il avance ses pions, enfin lui et ses conseillers, ils ont des réseaux d'influence. Il y a eu, il y a quelques jours, là, je ne sais plus, il y a 15 jours, dans Le Monde, un gros dossier sur l'empire maritime des Émirats arabes unis. Le terme n'est pas très bien choisi, mais l'article est tout à fait passionnant, voir comment les Émirats s'implantent, notamment dans la Corne de l'Afrique, etc. Bon. Donc ils ont une vision qui est assez existentielle. Mais d'ailleurs, et pour revenir à la question, entre les Émirats arabes unis, qui est de plus en plus celui qui est doté non seulement d'une stratégie politique, ou d'une vision politique, qui est surarmé, 4e acheteur d'armes dans le monde l'année dernière, qui a une armée terrestre digne de ce nom, de petite taille mais efficace. On le voit au Yémen. Bah, au Yémen, ceux qui sont sur le sol, ce n'est pas les Saoudiens. Hein. Les Saoudiens, ils bombardent, très mal d'ailleurs. Enfin bon, c'est ainsi. Ceux qui sont au sol, c'est les soldats, enfin c'est les troupes spéciales émiraties. La nouvelle Sparte de la région, dit-on de temps en temps, je lis ces expressions, là aussi, c'est un anachronisme. Mais enfin, ça indique ce qu'on veut indiquer. Par contre, Dubaï est beaucoup moins allant. Parce que Dubaï n'a pas les mêmes récriminations à l'égard de l'Iran. Parce que notamment pendant qu'il y avait les sanctions contre l'Iran, il y en a qui en profitaient beaucoup à Dubaï. Quand on était à Dubaï, on voyait tous les jours, tous les soirs plutôt, des petits bateaux qui partaient cap à l'est, vers l'Iran, et qui faisaient du business, bon, comme ça. Bon. Donc ils ne sont pas unis. Je reviens à l'Arabie saoudite, qu'on nous présente comme... Et eux veulent se présenter comme les nouveaux leaders des mondes arabes. Je pense que les Saoudiens ont été effrayés par l'onde de choc politique de 2011-2012. Bon. Ils comprennent que les capitales ou les États qui ont été des leaders de cette région ne sont plus en situation de le faire. Je pense au Caire, je pense bien sûr à Bagdad, je pense évidemment à Damas. Donc il faut que quelqu'un joue le rôle. Alors le jeune NBS s'est auto-investi d'une mission où il veut acquérir le leadership du monde arabe. Mais il y a un moment donné où il sera un peu en contradiction avec les Émirats. Nous verrons bien. Enfin, c'est quand même une relation un peu asymétrique. Mais MBS, non seulement a quelques difficultés sur le plan intérieur, bon, déjà il y a encore son papa, dont je disais tout à l'heure, qui ne sont peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde, enfin en termes rhétoriques en tout cas, sur la question de la Palestine. Rappelez-vous, alors il a des grands plans de modernisation de l'économie saoudienne, c'est légitime, il y en a bien besoin. Il faut qu'ils diversifient leur économie. C'est quoi, horizon 2030, ok.
il a quelques difficultés à faire appliquer ça. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au mois de novembre? Il a embarqué 200 princes des acteurs de la vie économique, il les a foutus en résidence surveillée. Alors, dans un des plus riches palaces du monde, donc ça va, on ne va pas pleurer sur leur sort, mais enfin, pendant quelques semaines, pour certains, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Et les uns après les autres sont sortis, je pense qu'ils ont craché au bassinet, comme on dit vulgairement. Donc, c'est pas simple. Du point de vue politique extérieure, si on fait un rapide bilan des initiatives un peu brutales, un peu intempestives de MBS, le Yémen, on n'y revient pas, c'est l'horreur totale, humainement parlant, et on en parle encore moins que la Syrie, au passage. Pourtant, le choléra, je lisais 60% de la population yéménite a besoin de soins humanitaires d'urgence. 60%. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Politiquement, c'est l'explosion totale, et militairement, les Saoudiens ne sont pas arrivés au bout de leur peine. Donc c'est un échec à tout niveau. Deuxième grande initiative diplomatique, c'est le Qatar. On en a parlé. Le Qatar s'en sort très bien. Il y a eu des contre-feux qui ont été mis en œuvre très très rapidement. Il y a eu un pont aérien qui s'est mis en place dès le mois de juin dernier avec la Turquie. Bon, ça va. Alors ça les dérange un peu, mais enfin bon, le Qatar n'est pas à genoux, ça m'aurait échappé. Troisième initiative, Hariri. Vous vous rappelez, novembre, là aussi, Hariri qui est en Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est un citoyen libanais, mais c'est aussi un sujet saoudien. Et il est contraint de... Enfin, j'ai aucune amitié particulière pour Hariri, mais c'est pitoyable, quoi. Le mec, on le contraint à démissionner alors qu'il est en territoire étranger. On connaît on sait pourquoi, et on en connaît le dénouement. Là, pour une fois, Macron a su saisir la balle au bon et l'occasion, et là, la France a été plutôt sur un cours positif. Bon, au total, je ne rentre pas dans les détails, je pourrais multiplier des exemples. C'est échec sur échec. Donc ça veut dire que cet organisme de Conseil de coopération du Golfe, non seulement il est totalement désuni, et que ceux qui prétendent exercer un leadership ne font que conneries sur conneries. Quand on dit ça, conneries sur conneries, avec des drames humains à la clé, quand même. Voilà, je crois que j'ai répondu. Donc, à mon avis, on ne réanimera pas le Conseil de coopération du Golfe. Ce qui est marrant, c'est que ce Conseil de coopération du Golfe est en train de se dénouer fondamentalement sur la question du rapport à l'Iran, alors que ce Conseil de coopération du Golfe a été créé en 1980 pour lutter contre le soi-disant, je mets des guillemets, expansionnisme iranien. Drôle de retour de l'histoire. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, parce que nous sommes arrivés au terme de notre débat? Vous permettre, il a été créé contre l'Iran, oui, mais aussi avec une arrière-pensée contre l'Irak, craignant les ambitions de Saddam Hussein. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça n'a jamais été avoué. Non, mais je suis d'accord. Le coût de la guerre aussi pour l'Arabie Saoudite était énorme en Yémen. Et ça au Yémen? Oui, le coût de la guerre, et ça commence à être critiqué à l'intérieur, l'argent dépensé sans signe de progrès. Oui. Moi je voudrais dire que je partage les inquiétudes de Madame sur le sort du peuple syrien, quand même, parce que on continue de sous-estimer la résilience dans la nuisance de Bachar el-Assad et de ses services de sécurité. Et Bachar el-Assad qui vient d'ailleurs de déclarer publiquement qu'il se félicitait de ce que la Syrie soit désormais un pays plus homogène, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Encore, juste une autre remarque sur le manque de réactivité des gouvernements, c'est tout à fait normal, mais des peuples aussi. Je voudrais rappeler que ça ne date pas du camp de Yarmouk. Il y a plus de 30 ans, pendant la guerre du Liban, lorsque Arafat était encerclé à Beyrouth, avec toute la direction palestinienne et que leur vie ne tenait qu'à un fil, avec Sharon au-dessus, la plus grande manifestation populaire qu'il y a eu dans le monde arabe s'est déroulée à Alger, et elle visait l'ambassade d'Autriche. Parce qu'on était en pleine Coupe du Monde de football, et que la veille, l'Autriche aurait laissé gagner l'Allemagne, faisant en sorte que l'Allemagne se qualifie et que l'Algérie soit éliminée. Donc vous voyez un peu le niveau de... et apparemment, c'est à ce moment-là que Arafat et la direction palestinienne ont renoncé à attendre un soutien des peuples arabes et ils se sont dit, bon, il faut qu'on s'arrange avec les Israéliens directement. Bon. Ouais, d'accord. Merci. Heureusement, à l'époque, il y avait des chefs d'État dignes de ce nom, dont un certain Mitterrand. Et ça aussi, il y avait une volonté, un projet, une vision.
Bon, je ne suis pas mitterrandolâtre du tout pour ma part, mais bon, c'est un fait, ça. Merci à tous d'avoir assisté et participé à ce débat. Merci Didier. Je t'en prie. Et à bientôt.